Bonjour à tous et bienvenue dans votre deuxième numéro de l'émission Nouk et Faye, cette émission exclusivement réservée à la présentation de la vision de la liste En avant pour l'alternative, dirigée par notre candidat et invité principal, M. Alain Plaisir, président du CIPA et tête de liste, donc je me répète, En avant pour l'alternative. Et votre invité du jour, M. Alain Plaisir, est Franck Fazian, responsable des associations Casabroc et Casa Recycle. Bonjour messieurs. Bonjour Julienne. Donc aujourd'hui le thème de l'émission, pour changer, est la mer, un atout pour l'archipel guadeloupéen. Alain, tu as choisi ce thème parce qu'on a beaucoup à dire et que mine de rien, tu as déjà quand même proposé à la population des informations sur cette ressource naturelle, si je puis dire, la mer. Le livre est appelé La zone économique exclusive de la Guadeloupe, un livre que tu as écrit en 2012, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et quand on en lit le résumé, tu parles de la mer en fait, puisqu'il s'agit d'une ressource économique. Mais pourquoi est-elle qualifiée de zone économique exclusive? C'est une question que je peux poser ainsi. Ok. Alors déjà, pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que les experts européens, pour expliquer les difficultés de la Guadeloupe, disent que la Guadeloupe souffre d'handicaps structurels. Et parmi ces handicaps, on cite l'insularité. On dit que si ça va mal en Guadeloupe, c'est parce que la Guadeloupe, c'est une île. Et donc, en réfléchissant, on dit que ce n'est pas possible. Il y a des pays qui sont des îles, de grandes îles, mais ce sont des îles comme le Japon, comme la Grande-Bretagne, qui ont été des grandes puissances économiques et qui sont encore des grandes puissances. Bien sûr. Et dire que la Guadeloupe a un handicap parce que c'est une île, c'est une manière de nous manipuler. Donc, j'ai voulu prendre le contre-pied et j'ai voulu montrer le contraire, que la Guadeloupe étant un archipel composé de 6 îles, a un atout, et justement l'atout c'est parce qu'on est entouré de la mer. Et donc c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre sur la zone économique exclusive. Alors pourquoi j'ai écrit zone économique exclusive? Parce qu'on pense souvent, on nous dit aussi souvent que nous sommes un tout petit pays, on a 1700 km² et donc finalement, comme on est petit, on n'a pas de ressources et qu'il n'y a rien à faire, sinon avoir des prestations sociales, avoir donc des transferts sociaux. Et donc nous, au CIPA, nous on pense que le développement de la Guadeloupe doit passer par la production. Et toutes les productions, y compris les productions venant de la mer. Alors, la réponse à la question, qu'est-ce que c'est une zone économique exclusive? J'aimerais bien avoir la carte de cette zone pour pouvoir être plus précis. Parce que quand on pense à la mer, en général, le Guadeloupéen ou le Français ou n'importe qui, on pense souvent à la plage. C'est ça, la parce plage. Parce qu'on va à la plage, farniente, tourisme. Particulièrement pour Pentecôte, pour Pâques, on va à la plage et on pense que c'est ça la mer. Bon, on pense peut-être que la mer, c'est aussi uniquement les poissons. Donc la mer, c'est autre chose. Et les sports nautiques aussi. Sports nautiques. C'est ça. C'est une zone beaucoup plus vaste. En termes économiques, elle est beaucoup plus vaste. Et donc, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. En attendant ta carte, je trouve quand même que la description que tu as faite de la population guadeloupéenne, d'accord, elle est quand même un peu négative, méprisante. Pourquoi on serait juste des personnes qui profitons des allocations? C'est ce qu'on nous dit. C'est qui le on? L'État français ou les experts européens, quand ils écrivent sur la Guadeloupe, ils expliquent le retard de développement, parce qu'on est en retard de développement. Ah d'accord, à cause d'une éventuelle déficience fonctionnelle de la population. On a un chômage qui touche 54 000 personnes. Il y a plus de 50 000 personnes qui vivent du RSA. Et donc, on est un pays qui est considéré comme un pays pauvre. D'accord. Et donc, pour expliquer cette pauvreté, on dit simplement c'est parce que nous avons des handicaps. De gros handicaps. Alors, handicap, c'est le relief, c'est l'éloignement vis-à-vis de la France, et c'est l'insularité. Voilà. Et donc, si vous avez ces handicaps, on ne va pas guérir. Quand on a un handicap, c'est comme si vous naissez avec un œil, eh bien, vous aurez toujours un œil. Si vous naissez avec un bras. Donc, moi, je ne veux pas être fataliste. Je pense que ce ne sont pas des handicaps.
et au contraire, il faut que les handicaps deviennent des atouts. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans le pire des cas, pour peu que nous soyons soi-disant handicapés, eh ben, ça peut être une plus-value. À nous simplement de savoir le mettre en avant. Et d'une autre façon, a priori, nous ne sommes absolument pas handicapés, mais plutôt différents de ceux qui sont en train de nous juger. Donc, simplement montrer que cette différence est là aussi une plus-value. Et l'un des atouts de cette différence, c'est que nous sommes entourés d'eau, de différentes eaux. Bref, je préfère te laisser exploiter ce sujet-là. Mais la carte, comme on le disait, elle est visible. Donc, en quoi sommes-nous une zone elle est visible, mais je ne la vois pas. Ah bon, je croyais que j'aurais vu. Bon, alors je pensais que j'aurais vu la carte là, mais alors la zone économique exclusive, c'est une zone qui part de la côte de 200 000 marins. 200 000 marins, c'est 370 km. C'est-à-dire, c'est comme on tirait une ligne au nord de la Guadeloupe. Voilà, donc, le nord, ça peut être Saint-François, Anse-Bertrand, et c'est 370 km. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand on fait le diamètre, eh bien, la Guadeloupe a 90 000 km². C'est-à-dire que la Guadeloupe... Autour de la Guadeloupe. Autour de la Guadeloupe. Voilà. C'est ça. La Guadeloupe, ce n'est pas simplement la partie terrestre, c'est aussi la partie maritime. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. D'accord. Et tout ce qui est dans la zone économique exclusive appartient aux pays riverains. C'est-à-dire que nous, on peut exploiter les ressources de la terre, mais on est en droit d'exploiter ces ressources qui vont jusqu'à 390 km des côtes. Bon. Alors, c'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Donc, si on prend cette zone, la Guadeloupe n'est pas petite, elle est aussi grande que le Portugal ou l'Autriche. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette zone économique exclusive? Oui. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Je vais répondre à cette question. Alors, juste quand même un détail, c'est que on peut aller à 370 km au nord, mais on ne peut pas y aller parce que si on va, on rentre dans les autres pays. Ah, on rentre à Antigua, compagnie. Bon. D'accord. On ne peut pas aller au sud non plus parce qu'on rentre, on déborde, on passe carrément la Dominique. La Dominique a environ 80 km. Donc, et on ne peut pas... Alors, deux endroits où on peut s'étendre, où on peut vraiment avoir notre zone économique exclusive, c'est l'ouest. Donc, l'ouest, c'est du côté du Mexique. Et l'est, c'est comme si on allait en France. Bon. Alors, quand on va sur l'est, peut-être qu'on verra ça sur la carte, quand on va vers l'est, eh bien, on a la totalité de notre zone économique exclusive. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 390 km. 370 km. Bon. Mais quand on va vers le sud, on ne peut pas. Par contre, on pourrait aller plus loin vers l'ouest. Mais surtout que si vous allez vers l'ouest, vous tombez où il y a une île qu'on appelle l'île d'Avès. J'en parle le livre. Et l'île d'Avès a été cédée par la France en 1982 lors d'un traité de délimitation. Et la France donc, a cédé ça au Venezuela. Donc on ne peut pas aller aussi loin vers l'est, vers l'ouest, pardon, parce qu'on rentre dans le territoire du Venezuela. Et d'ailleurs, il y a des pêcheurs guadeloupéens qui ont eu des problèmes parce qu'ils ont été dans les eaux territoriales du Venezuela. Donc ça aussi, c'est un problème qu'on a soulevé dans ce livre. Moi, personnellement, en tant que président du CIPA, j'ai écrit au gouvernement. Ce n'est pas les députés, ce n'est pas le président de région. Moi, président d'un parti, j'ai écrit au gouvernement. Et on a eu une réponse il n'y a pas très longtemps où, évidemment, le gouvernement ne peut pas remettre en cause un traité parce que si on remet en cause ce traité-là, dans d'autres régions du monde, on remettra en cause la présence de la France, notamment du côté de Madagascar. Donc, ce que la France a obtenu, plus ou moins, en compensation, c'est de pouvoir agrandir encore sa zone économique vers l'Est. L'Atlantique, bon, oui. L'Atlantique. Et donc, suite à notre démarche, j'ai le courrier à la maison, on a 18 000 km² de plus. C'est-à-dire qu'on a environ plus de 9 fois la Guadeloupe. On s'est agrandi comme ça grâce à une intervention du CIPA. Alors, voilà. Du coup, je sais, Alain, que tu vas répondre à ma question. Qui exploite cette zone économique exclusive? Tout de suite après, quand même, qu'on ait introduit ton invité, Franck Fazian, puisque vous êtes aussi, tu es aussi, je vais me permettre cette proximité, un connaisseur des choses de la mer. Tu as eu l'occasion d'agir, de mener des actions pour la protection de nos coraux. Oui, c'est bien cela? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je suis président et directeur de deux associations d'insertion, donc Casa Broc la plus connue,
Casa Recycle, c'est plutôt la partie atelier. Et il y a à peu près 4 ans, en tant que plongeur depuis très jeune, et constaté aussi la disparition de notre barrière corallienne due à la pollution humaine et les problèmes de traitement des eaux usées voilà, qui terminent carrément dans nos lagons. Et donc la raison pour laquelle nos coraux ils meurent aussi, avec la problématique bien sûr aussi des sargasses, mais c'est plutôt la pureté de l'eau. Donc il y a à peu près 4 ans, j'ai eu comme projet, comme idée, de fabriquer un éco-mouillage, c'est-à-dire qu'en fait à la base, les bateaux qu'on voit dans les marinas ont un corps mort, c'est-à-dire un bloc de béton, une chaîne et une bouée. Et sur ce corps mort, j'ai rendu ce corps mort vivant, c'est-à-dire que j'ai créé un récif artificiel en chantier d'insertion avec des jeunes, avec de la récupération de matière, les blocs de machines à laver qu'il y a dans les machines à laver, les blocs de béton. D'accord. Et j'ai conçu le récif avec. Et en 2019, j'ai reçu un prix d'une fondation, la fondation La France s'engage, la fondation de François Hollande, en 2019, pour la construction, la fabrication d'éco-mouillage pour les lagons en Guadeloupe. L'idée, c'est stopper absolument les chaînes et les ancres qui écrasent tout. Et personne ne dit rien, et l'État en premier, personne ne dit rien, et nos élus, pour que tout ça s'arrête. Ça, c'est une première chose. Quand on parle de justement zone exclusive et quand on parle d'économie, on parle du fameux l'économie bleue. C'est aussi faire que les Guadeloupéens regardent vers l'horizon, vers la mer, parce qu'il y a énormément à faire et il y a énormément à gagner. Ne serait-ce qu'à Ille-et-Gosier par exemple, si on compte bien, il y a à peu près 50 unités, 50 navires qui sont là actuellement et qui ne payent aucun droit de stationnement, on va dire. Tout à fait. Donc si effectivement notre projet, c'est de développer des zones, comment dirais-je, des zones de mouillage, des hautes légères de plaisance, mais avec un aspect écologique. Donc je pense qu'Alain justement a voulu m'inviter ce soir, justement pour que on puisse allier à la fois l'économie, l'écologie, l'insertion, la formation, parce que c'est aussi des domaines, le domaine maritime malheureusement, une trentaine de clubs de plongée en Guadeloupe, il n'y a pas d'Antillais, il y a deux ou trois clubs tenus par des Antillais. On va dire que la nature n'aime pas le vide, c'est notre faute déjà premièrement. Donc il y a des choses à faire évoluer de ce côté-là, à prendre possession de notre mer, de notre économie bleue. D'accord. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand on dit zone de mouillage, on va dire une zone de stationnement pour les bateaux. Exactement, voilà, c'est là où on va amarrer les bateaux, mais pour l'instant c'est fait avec des chaînes et des ancres qui sont en train de tout écraser. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une ancre, 30 mètres plus loin, vous avez une chaîne, le bateau, et quand les vents changent, la chaîne tourne autour de son ancre et arrache vraiment tous les herbiers. Alors comment fonctionne le milieu halieutique, c'est-à-dire les poissons, quand ils ont des larves? Eh bien, en fait, la barrière corallienne, c'est la maison, et les herbiers, c'est là où ils vont manger. D'accord? Donc, s'il n'y a plus d'herbiers, il n'y a plus de lieu pour se nourrir, et s'il n'y a plus de barrière corallienne, qui déjà protège le littoral de l'érosion par rapport aux plages, on parle de montée des eaux, disparition des plages, eh bien, s'il n'y a plus de barrière corallienne, il n'y a plus de maison. Donc, l'idée du projet de Casa Recycle, c'est de mettre non seulement des mouillages pour les bateaux et qu'ils deviennent payants. Donc déjà, c'est une entrée financière pour la commune. Et deuxièmement, avoir une alternative, comme il n'y a plus de coraux, de mettre en place des coraux artificiels, des barrières de corail artificielles sur lesquelles va pousser des coraux naturels. D'accord. Voilà. L'objectif de ce projet-là, c'est allier les deux, développer économiquement tout en protégeant et en changeant un peu la donne sur l'environnement. Parce qu'une fois qu'il y a du vivant, on sera obligé à ce moment-là, au niveau du littoral, traiter nos eaux, faire que, par exemple, dans les îles de la Caraïbe, il y a certaines îles, on vous interdit de venir avec votre voilier si vous n'avez pas un bac de récupération des eaux usées. C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect économique, et institutionnel, si je puis dire, il y a l'aspect maîtrise de son territoire, tout simplement. Exactement. Ne pas juste regarder, ne pas proposer des solutions pertinentes pour que le tout à chacun respecte son environnement, maritime également. Exactement, parce que là, il s'agit vraiment, lac légère de plaisance, les personnes viennent du monde entier se mettre, par exemple, à l'Ille-et-Gosier, une quarantaine de places. Il y a le marché
qui est là le vendredi. Il y a des restaurateurs, il y aura une capitainerie, il y aura un pont, il y aura des services rendus aux plaisanciers. D'accord, c'est tout un système économique. Et là, on parle de la Carle, on ne parle pas seulement de l'île des Gosiers, enfin du Gosier. Et puis, a priori, Alain, lui, a pensé à toute la Guadeloupe, tout l'archipel guadeloupéen. Exactement. On est d'accord. Là, on ne favorise pas juste la zone touristique. Ça, disons que c'est pour nous une zone test, mais il faut absolument développer ça sur tout le territoire. On est d'accord. Et sur tous les territoires. On est d'accord. Donc, là, on a déjà une meilleure maîtrise, en tout cas, de ce qui se passe, on va dire, dans nos fonds marins. C'est ça. Et aussi du type d'actions qui ont déjà été menées et qui continuent à se mener, Dieu merci, j'ai envie de dire, C'est ça. pour la protection des coraux. Mais justement, comment peut-on allier protection et exploitation? Parce que dans un sens, Alain, tu proposes qu'on exploite ces fonds marins, qu'on exploite cette ressource maritime, mais en même temps, il nous faut la protéger. Ah, tout à fait. C'est pour cette raison que j'ai invité Franck, c'est pas un hasard. Parce que lui, premièrement, il est dans la réalité. Moi, je suis dans la théorie, parce que tout ce que je dis, j'ai étudié, j'ai vu des expériences dans d'autres pays. Et j'observe aussi ce qui se passe. Lui, il a dit un mot qui est fort, il a dit qu'il faut qu'on prenne possession de la mer. Or, ce n'est pas le cas. On tourne le dos à la mer. D'ailleurs, les maisons, sauf depuis qu'il y a des Européens qui viennent ici, les maisons tournent le dos à la mer. Ça veut dire que la mer, pour nous, c'est... Bon. Donc, il faut qu'on reprenne possession de la mer. Et donc, ça passe évidemment par la protection, par des gens qui s'engagent et qui montrent l'exemple, comme Franck et comme d'autres. Il a expliqué que il y avait 30 clubs, il n'y a que 2 clubs qui étaient tenus par des Antillais. Or, nous sommes majoritaires. C'est ça. Donc, ça veut dire que, pour l'instant, nous sommes des terriens. Nous sommes des terriens alors que nous sommes des Iliens. C'est ça. Nous sommes pas dans le Massif central, nous ne sommes pas au fin fond de l'Amazonie. Nous sommes entourés de mer. Donc nous sommes des Iliens. Et nous ne fonctionnons pas comme des Iliens. C'est vrai. Mais il n'est pas trop tard. Ou moi, on ne le reconnaît pas. Je ne sais pas si... Parce qu'on fonctionne peut-être comme des Iliens. On ne fonctionne pas. Les Iliens ont une petite mentalité. Quand j'ai passé le concours à la douane, eh bien, il y avait une épreuve de natation et ça a été supprimé. Parce qu'on a dit qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas nager, parce qu'ils habitent le Massif central, ils habitent au fin fond de la France, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de piscine. Par contre, nous, ça aurait pu être un avantage pour nous. Bon, ça a été supprimé parce qu'ici aussi, il y a beaucoup de gens qui avaient 20 ans et qui ne savaient pas nager. Donc, ça peut s'expliquer plus facilement quand on habite dans un continent. Mais quand on est entouré de mer, il faut s'accaparer la mer, il faut aller dans la mer, même si on ne pêche pas, même si on ne fait pas de la planche à voile, même si on ne fait pas de la plongée, mais il faut au moins côtoyer la mer, pas seulement à Pâques. Il faut considérer que ça nous appartient et que c'est un territoire qui est vaste et qui peut nous permettre d'évoluer et de développer le pays. Donc c'est l'aspect que je développe dans le livre. Je dis que c'est un atout. Et c'est un atout pourquoi ? À une époque, les seules énergies qu'il y avait, c'était les énergies fossiles. C'était le pétrole et le charbon. Et les pays qui sont développés, les premiers, ce sont les pays qui avaient le charbon. Par exemple, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, avec du charbon. L'Allemagne. Et après, il y a d'autres pays qui sont développés, comme les États-Unis, avec le pétrole. Bon. Maintenant, il y a d'autres ressources qui donnent de l'énergie. Et notamment les énergies renouvelables. Hors antenne, on parlait avec Franck de la géothermie, qui est la principale richesse de la Guadeloupe, parce que c'est l'énergie la moins chère, elle est renouvelable, elle ne peut pas s'user. Bon, ça a été vendu aux Américains. On va essayer, nous aussi, pas de récupérer cette centrale. Mais on a aussi, dans la mer, vous avez des ressources avec le vent, les courants marins, donc les vagues, ce qu'on appelle l'énergie houlomotrice. Donc ce sont les vagues qui font tourner des turbines, et donc ça fait de l'électricité. Vous avez des hydroliennes, donc c'est-à-dire que ce sont des pylônes qui sont dans la mer et qui tournent, parce qu'il y a beaucoup de vent, il y a des alizés et qui donnent de l'électricité. Ce sont les plus connus. Mais il y a une autre énergie qui est moins connue, mais qui existe déjà. Et notamment, il y a une centrale expérimentale en Martinique, à Bellefontaine, qu'on appelle l'énergie thermique des mers, ETM. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie thermique des mers? C'est une énergie qui provient d'à différentes températures dans la zone tropicale, donc notre zone. À la surface, c'est 25 degrés.
Mais à 1000 mètres de profondeur, c'est 0 degré. Ça n'existe que dans la zone tropicale. 25 en haut et 0 en bas. Et la différence de température permet d'avoir de l'électricité. Bon. Donc la technique, c'est aller prendre. Donc il faut qu'il y ait un endroit où ça descend de manière très, très à pic. D'accord. Et donc vous récupérez donc cette eau froide qui arrive dans un tuyau et qui va dans une turbine et qui se transforme en électricité. Et ça, c'est renouvelable, ça ne coûte pas cher, ça ne pollue pas. D'accord. Donc, voilà les ressources qu'on appelle les ressources en énergie. Cette phase expérimentale de la Martinique, on peut en profiter, on pourra bénéficier de ce rapport, de oui, cette parce étude. Que ça a été expérimental, mais c'est un succès. Ça produit de l'électricité. Bon, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas fait à grande échelle, mais ils ont fait la démonstration, comme on avait fait la démonstration à Bouillante, parce qu'au départ, c'était expérimental aussi. Oui. La France voulait avoir une vitrine. Vous voulez montrer au monde, on est capable de faire l'électricité avec la chaleur venant du sol. Bah, souhaitons juste que les Martiniquais donc, gardent leur Ils centrale. sont un peu plus vigilants que nous. En Martinique, ils ont donc cette centrale qui fonctionne et qui procure de l'électricité à plusieurs centaines de personnes. D'accord. Et donc, on peut faire ça. Donc, ça, le problème de l'énergie, en dehors de ce qui existe déjà, le solaire, les éoliennes, on peut avoir 100% d'énergie renouvelable et propre en Guadeloupe. D'accord. Ça, c'est le côté énergie. Mais la mer, il n'y a pas que le côté énergique. C'est ce que j'allais demander. Alors, il y a ce qu'on appelle donc l'énergie, mais il y a les ressources biologiques. Ça, tout le monde connaît. C'est le poisson, c'est l'ambiche, c'est le château, tout ce qu'on veut. Ça vient de la mer. Donc, ça nourrit la population. Bon. Alors là, on va peut-être rejoindre Franck et les gens qui défendent la préservation des espèces. Il ne faut pas exploiter d'une manière trop brutale. Il faut aussi préserver les espèces. Et donc, nous, dans notre projet, on a un projet d'aquaculture. Par exemple, les lambis, qui est une espèce protégée et qu'il faut protéger, parce que sinon, il n'y en aura plus. Eh bien, on peut trouver un lieu en Guadeloupe qui est favorable. Il y a des études qui ont été faites pour élever les lambis. Comme on élève des poules ou comme on élève des cochons. Parce que s'il fallait prélever dans la nature des cochons ou des poules, il n'y en aurait pas assez. Donc, il faut faire l'élevage du poisson et des ressources biologiques de la mer. Et ça, c'est la technique. Il faut mettre aussi des moyens financiers. Donc, voilà une richesse de la mer. Et enfin, l'autre richesse de la mer, ce sont les richesses minérales. Alors, il y a ce qu'on appelle les métaux rares. Non, pas les métaux, les terres rares. Les terres rares, ce sont des métaux rares. On dit terres rares, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, tout ce que vous avez pour faire les portables, tout ce qui va dans les ordinateurs, ça vient des métaux rares. Les métaux, ce n'est pas le fer, ce n'est pas le plomb, c'est des métaux rares. Et qu'en général, on trouve dans très peu de pays, notamment la Chine. Mais par contre, il y en a beaucoup dans la mer. D'accord. Et donc, nous, on appelle ça des nodules polymétalliques. Nodules polymétalliques. C'est du chrome, c'est du manganèse. Enfin, c'est toutes sortes de métaux rares, donc des noms un peu scientifiques que je ne pourrais pas répéter. Mais nous avons ça dans la mer. Donc, quand vous prenez, alors je ne parle même pas du pétrole offshore qui existe dans tous les pays de la Caraïbe, qui existe à Barbade, qui existe, on vient d'en trouver à Haïti, qui existe au Venezuela, qui existe en Guyana. Donc, toute cette zone-là, il y a du pétrole. Bon. Laissons tomber le pétrole et gardons les énergies renouvelables. Mais il faut savoir qu'on a un potentiel, une richesse en minéral. On vient aussi de trouver du pétrole au large de la Guyane française. Bon. Donc, voilà donc un peu tout ce qu'il y a comme potentiel. Et donc, il faut, dans notre façon de voir la Guadeloupe, moi qui suis tête de liste, je vais à la région pour développer les richesses de la Guadeloupe, parce que on parle souvent de l'emploi. Je discute avec des gens, ils me disent oui, mais il faut parler de l'emploi. Mais il serait tellement facile de dire oui, on va créer des emplois, Non, il faut créer la production, il faut créer des richesses. Ce sont les richesses qui créent l'emploi. D'accord, Alain, je te sens venir. T'inquiète pas, on va parler de l'emploi, autour de l'économie, autour des activités de la mer. Mais avant cela, Monsieur Fazian, Franck, OK pour l'exploitation, la protection. Alain nous a donné un aperçu de toutes les ressources que l'on peut exploiter avec la mer. A priori, grâce à ton conseil et d'autres personnes, j'imagine, ton expertise, ta connaissance du terrain, il est question de pouvoir exploiter ces ressources
Comment penses-tu que cela soit possible au-delà de, basiquement, la mer, le poisson, comme on dit? Il a parlé d'économie énergétique, on va dire ça comme ça. Oui. Quels sont les autres... Enfin, comment vois-tu cette Déjà, exploitation de ressources? Touristique. Mhm. Les grands cul-de-sac marins, c'est une vraie, comment dirais-je, c'est une vraie merveille. Mais pour cela, et donc c'est un peu la question actuellement aussi des scientifiques et aussi de ceux qui exploitent ces milieux-là, c'est qu'il est en train de s'effondrer, d'accord, dû à la pollution. Et donc il faut absolument, pour pouvoir faire du tourisme de qualité, il faut absolument préserver, sinon il n'y aura plus rien à montrer. Il n'y aura plus de poissons, il n'y aura plus de coraux, tout sera mort. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on va montrer. C'est ça. Donc là, c'est pour ça que ça me gêne un peu quand on dit exploitation, parce c'est l'exploitation qui a fait l'effondrement. Donc parce que ça n'a pas été fait à bon escient dans le sens du développement durable. Oui. Comme disait Alain, on a fait, par exemple en Martinique, ils sont friands des oursins blancs, il n'y en a plus. Ils n'ont pas su préserver. Donc là, ils viennent en Guadeloupe, dans les autres zones, aussi en prendre. Ils sont encore plus friands que nous-mêmes. Donc, il a été mis en place une protection des zones de pêche et des temps de pêche pour justement permettre à préserver. Donc, effectivement, il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un équilibre pour pouvoir à la fois, je dis entre guillemets, exploiter, mais tout en protégeant. Et ça, c'est possible. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance du milieu et comment dirais-je, être conscient de la situation actuelle. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire avec d'autres associations, on a créé un mouvement qui s'appelle Main en l'an mai. Okay. C'est justement pour permettre aux Guadeloupéens de mettre la main dans la mer. Quand on dit main dans la mer, c'est aussi la tête sous l'eau. Pour voir, mais quelle est la situation actuelle des milieux marins en Guadeloupe? Soyez conscients de tout ça. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Déjà, le protéger. Qui est plus, parce que bon, les choses sont en train de bouger quand même. Hein. Il y a le projet Océan sur la région de la Carle, un peu partout. Chaque commune veut avoir leur base nautique ou leur port. Mais tout ça, ça doit être développé avec un côté écologique et préservation. Il faut faire très très attention à ce qu'on est en train de produire. Dans le milieu d'économie bleue, il y a beaucoup de métiers. Il me semble que sur les 32 communes de Guadeloupe, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas d'accès à la mer, c'est Saint-Claude. Exactement. Donc l'idée, c'est de faire les choses, mais en pensant territoire. Par exemple, quand on parle halte légère de plaisance, donc ce sont des points de parking pour des bateaux venant d'ailleurs, de toute la Caraïbe. Gosier a son charme et a ses particularités, mais les autres régions aussi. Donc nous, ce qu'on cherche, et moi ce que je veux tenter de faire comprendre, c'est penser territoire, c'est-à-dire qu'en fait, à Basse-Terre, il y a une particularité, Port-Louis, il y a une particularité, mais toutes ces zones halte légère de plaisance fonctionnent toutes ensemble sur une seule vision, la carte de la Guadeloupe avec des points d'ancrage, des points pas d'ancrage justement pas, mais des points de mouillage, avec tous les services qui pourraient être mis en place, soit à Désirade, soit à Marie-Galante. Les Saintes, ça fait des années qu'ils ont mis ce projet en place, d'halte légère de plaisance. Ça fonctionne très bien. C'est quand même redevenu la 3e plus belle baie du monde. Il faut quand même le préciser. Donc les autres endroits, c'est possible. Oui. Donc effectivement, c'est de pouvoir déjà scanner, rentrer dans la culture guadeloupéenne, la conscience de la mer. Et à ce moment-là, on va pouvoir, au niveau des politiques, être aussi entendu, au niveau des associations et des scientifiques, pour pouvoir faire avancer les choses. Il faut absolument que la population adhère à son milieu marin. Bien Effectivement, sûr. Ils sont dans le vert et encore, ils ne maîtrisent même pas ce qu'il y a dans notre montagne. Tout à fait. D'accord, on est quand même le 54e ou 52e point chaud de la planète. Et aussi, comment dirais-je, la Marie-Galante, c'est toute la richesse au niveau, comment dirais-je, au niveau des arbres et des essences en France. Donc voilà, il y a toutes ces connaissances-là qu'il faut maîtriser. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ça. Et qui dit maîtrise, dit capacité de valorisation. Exactement. Donc ça passe par les tout-petits, ça passe effectivement par l'éducation, mais ça passe, il y a une urgence. On n'a pas le temps de dire il faut qu'on aille vers les tout petits pour prendre une conscience. Non,
Je pense que la population, Oui. il faut qu'elle se réveille C'est vrai. et qu'elle prenne en main son avenir. Et l'avenir, comme a dit Alain, c'est la Guadeloupe, effectivement, c'est pas effectivement le côté terre, mais c'est le côté mer, qui est quand même immense et vaste. C'est l'ensemble, mais là c'est vrai que le thème d'aujourd'hui c'est la mer, Voilà. donc l'idée est de la mettre en avant. C'est ce qu'on veut faire dans cette émission, c'est bien montrer que la Guadeloupe, c'est pas seulement la terre. C'est ça. La C'est terre, ça. on y est, parce que bon, mais on est entouré Oui. de la mer. Il faut qu'on intègre cette notion-là. Intégrer, ça veut dire qu'il faut se tourner vers la mer et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut qu'on s'y intéresse davantage. Alors, on a parlé de ce nombre de choses, mais bon, je peux ajouter aussi, parce que tu as parlé de tourisme. Bon, alors le tourisme, évidemment, nous avons des milliers de touristes qui viennent pour le soleil et le sable chaud, sable blanc, sable noir, tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi développer un tourisme de santé, un tourisme de bien-être. Bon, alors par exemple, tourisme de santé, la thalassothérapie. Bon, il y a eu une tentative, je crois, au Moule, qui n'a pas été jusqu'au bout, peut-être pour des raisons financières, mais tout le monde sait que la thalassothérapie, c'est un traitement avec de l'eau de la mer réchauffée. Bon, il y a des endroits où l'eau est froide, comme en Bretagne, et bien on réchauffe l'eau. Alors qu'en Guadeloupe, pratiquement, on n'a pas besoin de réchauffer l'eau. Donc on peut aussi développer, et qui dit thalassothérapie, c'est notre façon de faire venir des touristes, et ce ne sont pas les mêmes touristes. Ce ne sont pas des touristes sac au dos, ce sont des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, et il faut attirer cette clientèle aussi. Donc la mer, c'est tout ça. C'est les énergies renouvelables, parce que de toute manière, il faudra aller vers les énergies renouvelables, puisque le pétrole deviendra forcément de plus en plus cher. Ensuite, c'est polluant. Le charbon, n'en parlons pas. Et nous, on a la chance d'avoir tout ça. Et l'autre élément aussi pour moi, la mer, c'est que on a un problème d'eau en Guadeloupe. Il n'y a pas d'eau, bon, c'est à cause des canalisations. Mais de toutes les îles, il y a 6 îles habitées. 6. La Basse-Terre, c'est une île. Hein. La Grande-Terre, c'est une île. Bon, c'est relié par... le pont de la Gabarre et le pont de l'Alliance. Ce sont 2 îles qui n'ont rien à voir. Il y en a une qui est volcanique et l'autre qui est calcaire. Il y en a une, il y a beaucoup de rivières et l'autre, il n'y a pas une rivière. C'est ça. Vous avez Marie-Galante, il n'y a pas de rivière. Il y a terre de haut, terre de bas et des Irades. Bon. Et actuellement, il y a un phénomène, c'est le réchauffement climatique. Donc, on aura de plus en plus des tempêtes, mais on aura aussi de plus en plus de la sécheresse. Et donc, quand il y aura une grosse sécheresse, nos rivières n'auront pas d'eau. Il y aura un assèchement des rivières. Et donc, on aura en plus des problèmes de canalisation, un problème de manque d'eau. C'est ça. Et gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait pas d'eau. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un carême qui dure 6 mois et qu'on n'ait pas d'eau. Il faut prévoir. Et prévoir, c'est mettre en place des unités de dessalement de l'eau mer. Parce que là, la mer, inépuisable. Bien Donc, sûr. il faut commencer. Il ne faut pas mettre une unité de dessalement à Capesterre, mais à Trois-Rivières. Ce serait aberrant. Donc, il faut commencer par mettre dans les îles où il n'y a pas de rivière. À Désirade, parce qu'on a beaucoup parlé, nous aussi pas, eh bien, le maire de Désirade va faire une unité de dessalement. D'accord. Travailler, et donc il fera une unité de dessalement pour la population, et un surplus d'eau pour les touristes, et il y aura suffisamment d'eau pour l'irrigation. Donc, Désirade va être transformé dans quelques années. Donc, il faut faire pareil pour terre de haut et terre de bas, il faut faire pareil pour Marie-Galante, parce que Marie-Galante peut être le grenier de la Guadeloupe, à condition qu'il y ait de l'eau. Bien sûr. Il ne faut pas attendre sur la saison des pluies. Oui. Ça, c'est l'agriculture de papa. L'agriculture moderne, c'est l'irrigation. Et l'irrigation, eh ben, c'est aussi avec l'eau de la mer, comme on le fait en Israël, comme on le fait dans le sud de l'Espagne, comme on le fait dans beaucoup de pays. À Saint-Martin? À Faut pas aller bien loin. Enfin, je prends des pays développés. Israël, par exemple, nous envoie des patates douces. Et ces patates douces coûtent moins cher que nos patates douces. Israël fait des pamplemousses. Et Israël fait plein de choses. Et pourtant, c'est un désert. D'accord. Et c'est irrigué avec l'eau de dessalement de la mer. Donc, tout ça pour dire que dans le programme du CIPA, on donne beaucoup d'importance au développement économique. Et le développement économique passe par de l'exploitation, par l'utilisation des potentiels que nous avons. D'accord. Parce que si on passe notre temps à dire « Ah oui, on n'a rien, on n'a que la canne et la banane », eh bien, on est foutu. Donc il faut dire, au contraire, la Guadeloupe est riche, la Guadeloupe a un potentiel énorme, mais simplement, il faut tourner le dos à l'économie coloniale
il faut envisager de faire autre chose, de mettre en place un nouveau modèle économique. Et c'est ce que nous voulons faire quand on sera à la région, avec toutes les femmes et les hommes de bonne volonté qui, sous leur terrain, font déjà le travail. Le rôle de la région, ce sera d'accompagner ces acteurs, donner des financements, donner toute l'aide matérielle, parce qu'ils font un travail qu'eux, ils peuvent le faire, parce qu'ils savent, ils connaissent. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Ce n'est pas la région qui va faire à leur place, parce qu'eux, ils sont des connaisseurs, ils connaissent, mais il faut les accompagner, il faut les encourager, et c'est ça le rôle de la région, et c'est ce qu'on va faire quand on sera à la région. Très bien. Franck, je me tourne vers toi maintenant pour parler un peu de, comme tu travailles dans l'économie sociale, solidaire avec tes deux structures associatives, il y a aussi de l'insertion. Je pense que tu as une maîtrise un peu de ce qui peut toucher à l'emploi autour des métiers de la mer. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples ? On a par exemple les clubs de plongée sous-marine sur le plan touristique. Pour ne pas se répéter, oui. Voilà, parce que c'est vrai, il y a ça, il y a la pêche, effectivement. Donc effectivement, dès qu'on parle d'exploiter le milieu naturel, enfin la mer, c'est tout ce qui est effectivement la pêche quoi, en général. Le problème de la pêche, c'est que le milieu halieutique est en train de chuter, parce qu'effectivement, trop de pollution et pas de préservation. Donc c'est pour ça la raison pour laquelle préservation des coraux. Les actes légers de plaisance, par exemple, il y a une bonne dizaine de métiers, puisque c'est du service au bateau. Donc des jeunes comme font dans les îles, il y a le côté, c'est vrai, touristique, mais c'est aussi une ressource. Il y a du service aux plaisanciers. Ils ont besoin de faire de l'entretien de leur navire, de la récupération, de faire des courses. Donc par exemple, il y a un vendeur de légumes, de fruits et autre chose, qui n'a pas la possibilité d'avoir accès au bateau, qui ait une interférence, des jeunes qui ont leur petite entreprise et qui fassent le lien avec les plaisanciers, faire du service, voilà. Il y a quoi d'autre Il y a les sports maritimes. Il y a les sports, effectivement, tout ce qui est nautique, du moins. Les sports nautiques, par exemple, la plaisance. Quand on voit les voiliers, par exemple, qui sont, puisque je connais bien l'île Gosier, il y a 90%, ce sont des métropolitains. Il n'y a pas d'Antillais. Les peu d'Antillais qui sont dans le milieu du nautisme, ce sont des bateaux moteurs. Pour moi, qui ne sont pas, je veux dire, écologiques, on va dire, et aussi abordables. La plupart du temps, les personnes qui ont des bateaux moteurs, c'est des gens qui ont quand même des moyens financiers. Mais tandis qu'un voilier, c'est quelque chose qui se déplace sans énergie, donc on peut aller beaucoup plus loin. Donc ça serait aussi un lien avec notre pays Caraïbes. C'est vrai qu'on ne connaît pas assez les îles aux alentours pour un peu prendre d'eux aussi de leur développement. De ce qu'ils ont réussi à développer sans avoir l'appui, justement, être dans le milieu, dans le domaine européen. Le sport nautique, donc effectivement les bases nautiques qui font déjà un travail, mais il faut amplifier beaucoup plus pour que les enfants aillent plus nager, utiliser les supports de navigation, peut-être pour un jour se retrouver sur un voilier et visiter l'animation nautique, être skipper. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était développement d'exploitation pour produire des lambis ou du poisson. Il y a tout ça à pouvoir, tous ces métiers-là, justement, à aller vers ces métiers-là pour pouvoir exploiter au maximum les ressources, mais tout en pensant développement durable. Parce que nous, on habite ici, on vit ici, on a nos enfants qui, plus tard, ne verront pas tout ça. Donc, il faut qu'on ait une exploitation raisonnée pour pouvoir à la fois exploiter, mais à la fois protéger. Et c'est possible. Les techniques sont là maintenant, on peut le faire. Bien sûr, mais ça part de nous, comme tu disais, ça part de nous et ça ne va pas partir des enfants. C'est une question d'éducation et de conscience. Il y a aussi, je fais aussi beaucoup de voiles traditionnels, donc il y a aussi des constructeurs navals qui encore fabriquent des bateaux, des canaux locaux. Il faut aussi les soutenir parce que c'est quelque chose qui va se perdre et d'aller vers ce genre de métier-là, la plasturgie. Donc, je sais qu'il y a eu des efforts déjà, mais c'est pas assez, assez développé pour que nos jeunes aillent encore plus vers les métiers de la mer.
On en parle beaucoup, mais ça bouge. Mais ça serait bien que ça se, comment dirais-je, ça se stabilise et ça se développe encore plus. Bien sûr. En complément, dis-moi Alain. Oui, alors, puisqu'on est dans une émission politique, donc, que peut faire la région? Puisque la région, rappelons que la région a un rôle économique. Il y a une loi qui vient d'être votée en 2015, la loi Notré, qui dit que la région, c'est le chef de file. C'est-à-dire que les communautés d'agglomération peuvent faire d'économies. Bon, à la limite, c'est même pas obligatoire, tandis que la région, c'est vraiment son rôle. Son rôle, c'est l'économie et c'est aussi l'organisation du territoire, c'est-à-dire tout ce qui est harmonisation, les transports, le fait que éviter que tout le monde se rende le matin à Jarry, tout ça, c'est la compétence de la région. Donc, problème d'aménagement du territoire, problème de transport, problème d'économie. Donc, le rôle de la région, c'est pas de faire à la place, c'est inciter et donner des moyens. Alors, pour que les Guadeloupéens se penchent vers la mer, il faut qu'il y ait une éducation. Une éducation à l'école, il faut qu'il y ait des émissions à la télé. Par exemple, Franck, il pourrait être à la télévision au moins une fois par mois. Oui. Parce que c'est à travers l'éducation, parce qu'on passe bien d'autres types d'émissions. C'est ça. Bien Parce sûr. qu'on ne pense pas que la mer c'est important. Si la mer était importante, il aurait été invité une fois par mois pour dire ce qu'il dit là, qu'il explique aux gens. Voilà, il faut protéger le fonds marin, il faut protéger les coraux, il faut protéger la ressource, mais en même temps, il y a un potentiel de développement. C'est ça. Donc nous, on va encourager ça. Bon, l'autre élément que nous, on veut mettre en place réellement, c'est mettre en place un institut des métiers de la mer. Ce n'est pas simplement apprendre les gens à pêcher, il faut le faire, mais c'est vraiment tous les métiers de la mer. Tous les métiers de la mer, parce que si on développe, par exemple, on a parlé énergie thermique des mers. Ça veut dire qu'il faudra faire de la plomberie sous-marine. Mais nous n'avons pas de personnes formées pour ça. Il n'y a pas de scaphandrier. Voilà. Donc, si on fait ce type de travail, il faudra faire venir des gens de l'extérieur. C'est ça. Et demain, on dira, oui, mais ni mon étranger qui a une presse. Bon, a priori, les Russes sont déjà présents. Ben, les Russes, les Polonais, tout ce que vous voulez, quoi. Alors que nous, on a deux mains, on a une tête, on a deux jambes, on a un cerveau, on peut faire ces métiers. Bien à sûr. condition que ce soit dans le programme scolaire et pas le programme scolaire classique. C'est que vraiment un institut des métiers de la mer et pourquoi pas demain une université. Bon, voilà. Donc il faut donc que la région joue son rôle dans le développement économique et c'est le développement économique qui va développer l'emploi et qui va faire reculer le chômage. Très bien. Il y a une chose importante, l'université au Gosier, enfin, il y a de la biologie marine. Et il n'y a pas un Antillais qui est en formation dans cet institut de biologie marine. Donc il faut que nous, Antillais, et d'ailleurs, il y a certains étudiants qui se posent la question, mais comment y rentrer? Est-ce qu'on a même le droit d'y aller? C'est quand même hallucinant. C'est très grave. C'est grave. Donc ça, c'est une chose où il faut rectifier le tir. On a ici de la biologie marine. Il faut que, pour pouvoir préserver, il faut connaître. Bien Donc, ne pas aller chercher ailleurs des doctorants en biologie marine, mais que ce soit nos jeunes qui connaissent le terrain, qui sont nés là, qui soient eux les scientifiques de demain. Donc, effectivement, moi, je demande justement aux politiques, renforcer cette partie-là aussi. Il y a des jeunes en Guadeloupe qui sont intéressés par ça, mais qui n'y ont pas accès. Et je trouve ça inadmissible. Donc, ma foi, avec tout ce qu'on vient d'entendre, grâce à la liste En avant pour une alternative, grâce à toi, entre autres, et toutes les personnes qui sont autour de toi, il y a une grande possibilité de changement autour de notre économie. Et ma foi, ce que je suis en train de dire n'est pas une introduction à l'ouverture du débat, mais la clôture de cette émission, parce que nous sommes arrivés à son terme, exactement. Je veux dire un mot quand même sur les sargasses, parce que, rapidement, parce que les sargasses, c'est considéré comme vraiment un truc terrible, c'est vrai. Mais les sargasses sont quoi? Sont des algues. Il faut savoir que dans le monde, ils ont déposé, il y a plus de 300 brevets pour traiter les algues. Donc ça veut dire que là aussi, il peut y avoir une solution scientifique, mais aussi il faut mettre en place... Elle existe en tout cas, voilà. cette solution. Il faut aussi demander déjà à l'État de s'impliquer, parce que les algues, les sargasses viennent de la haute mer, de la zone économique exclusive, donc ça traverse la zone qui appartient à l'État, le littoral appartient à l'État, donc il n'est pas normal qu'on demande aux communes de gérer les algues, il faut que l'État s'implique
y compris financièrement. Ils prennent ses responsabilités. Et faire en sorte qu'on fasse des études, comme on le fait en Bretagne, pour qu'il y ait un traitement scientifique des algues. J'ai discuté avec un scientifique qui me disait qu'on peut faire du charbon actif avec les algues. Mais il faut une entreprise. D'ailleurs, je crois qu'une grosse entreprise allemande, Siemens, s'intéresse à la question. Et un de ces jours, vous verrez que Siemens va s'installer dans une île à côté et nous, on va vendre des sargasses à... Mais non. Voilà. Pas si tu deviens président de la région, ma foi. Si je suis président, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je te remercie Alain en tout cas. Je te remercie aussi Franck Fazian pour votre présence sur ce plateau. C'est tout pour aujourd'hui sur le sujet La mer, un atout pour l'archipel guadeloupéen. Merci pour votre attention, fidélité. Vous pourrez regarder l'émission en replay sur le Facebook de En avant pour l'alternative, celui du CIPA également. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour notre prochain numéro.